Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal télévisé. Donc voici le son. Étrangers en situation irrégulière et normale, a affirmé ce mercredi le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould-Meddou. Le ministère de la Justice a organisé mercredi matin à l'École nationale de police de Nouakchott un atelier sur le cadre juridique qui incrimine et réprime l'esclavage, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le travail des enfants. La société civile active dans la préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie ont décidé ce jeudi d'organiser une conférence de presse pour exprimer et justifier leur vive inquiétude par rapport à l'incident de fuite gaz sur le site de Grand Tortue Ahmeyim. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour suivre les informations de ce 13e jour du mois béni de Ramadan. Le cas relatif aux récentes expulsions d'étrangers en situation irrégulière est normal, a affirmé ce mercredi le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Ould-Meddou. Ces déclarations ont été faites par le ministre à l'occasion de la conférence de presse organisée par des membres du gouvernement consacrée à des commentaires faits sur les résultats du Conseil des ministres qui s'est déroulé plus tôt dans l'après-midi. Ce qui s'est passé dernièrement est une procédure ordinaire menée par les autorités à l'égard des migrants en situation irrégulière, a ajouté Ould-Meddou. Le porte-parole a pointé du doigt l'exagération dans le traitement médiatique du sujet, expliquant qu'il y a un réel manque de connaissance des liens fraternels qui unissent la Mauritanie au Sénégal, au Mali, la Gambie et la Guinée, pour ne citer que cela. Toujours selon lui, les conventions bilatérales qui ont été signées permettent aux migrants en situation régulière de vivre dans le pays en ayant quasiment les mêmes droits qu'un citoyen mauritanien et de rassurer que la position de la Mauritanie n'a pas changé. Au contraire, elle procède régulièrement à des incitations pour les faciliter. Toujours dans le même sujet, la Haute Autorité de la Presse de l'Audiovisuel, APA, a mis en garde contre les articles à sensation, l'exagération et la polarisation de la couverture médiatique sur le thème de la migration suite aux expulsions de migrants irréguliers par les autorités mauritaniennes dont l'ampleur et les circonstances ont fait l'objet d'informations contradictoires. Dans un communiqué publié mardi à l'issue d'une réunion de son conseil, l'autorité a souligné qu'elle ne sera pas indulgente dans la mise en œuvre et l'application de la loi à l'égard de quiconque diffuse ces fake news, après avoir constaté une propagation remarquable d'informations et de reportages erronés et de traitements qui ne respectent pas les règles d'intégrité, de crédibilité et de professionnalisme. L'autorité chargée de l'application de la législation régissant la presse en Mauritanie a expliqué que la républication de ces contenus n'est pas moins responsable juridiquement que leur production et leur diffusion. Le ministère de la Justice a de son côté organisé mercredi matin à l'École nationale de police de Nouakchott-Ouest un atelier sur le cadre juridique qui incrimine et réprime l'esclavage, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le travail des enfants. Cet atelier s'inscrit dans le cadre des ateliers nationaux organisés par la cellule de suivi du traitement judiciaire des affaires d'esclavage et de traite des personnes à l'intention des juges, des officiers de police judiciaire, des élèves, des écoles professionnelles et des étudiants universitaires dans le but de vulgariser les textes juridiques pertinents, de définir précisément les faits, de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les autres de ces crimes, protéger leurs victimes et infliger des sanctions appropriées et dissuasives aux auteurs de ces crimes. Dans le cadre de ces efforts de protection et de promotion des droits de l'homme et de lutte contre la criminalité en général, ainsi que d'alignement du système juridique sur les conventions internationales, le gouvernement a pris un ensemble de mesures dont la loi 18
18/2020 relative à la lutte contre le trafic de migrants illégaux, la loi 17/2020 relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et à la protection des victimes et la création d'un tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic de migrants. Malgré les efforts considérables déployés dans ce domaine, le niveau de sophistication des bandes de contrebandiers et de trafiquants nécessite une sensibilisation constante sur les mécanismes nationaux et internationaux pour faire face et lutter efficacement contre ces crimes. On revient au point de presse et s'agissant du dialogue national, le porte-parole du gouvernement a réaffirmé la volonté du président de la République à faire en sorte que ces rencontres se déroulent de manière consensuelle et cela aussi bien en termes de participation que de sujets abordés de sorte à ce qu'aucun thème ou acteur politique ne soit exclu. Le porte-parole a aussi fait remarquer que le dialogue annoncé se déroule dans une période où aucun scrutin n'est prévu et qu'on ne fait pas face à une crise aux urgences. Il a noté qu'il s'agit de la mise en œuvre d'un engagement présidentiel. Si l'objectif central est de parvenir à un apaisement politique total, le contour de ce dialogue, le chemin pour y parvenir et les résultats qui en découleraient ne semblent pas tout à fait évidents pour tous. Pour sa part, le président du parti INSAF, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a déclaré que le prochain dialogue n'est pas une question matérielle accordée par l'autorité, mais une rencontre entre les représentants des partis politiques et les candidats des dernières élections pour discuter des questions à convenir et des mécanismes de mise en œuvre tout en assurant que les propositions qui seront retenues à l'issue des débats seront mises en œuvre afin de servir uniquement l'intérêt suprême de la nation. Le président du parti de l'Alliance populaire progressiste APP, M. Mes'oud Ould Belkhair, a souligné qu'il est optimiste quant à ce dialogue car il mettra le pays sur de nouveaux rails. Une voie nationale inspirée par le citoyen mauritanien, le cadre mauritanien et le leadership politique, notant que tous les partis politiques doivent être consultés sur le type d'État à construire pour être un État fondé sur des bases saines, basées sur la religion et la patrie, qui mérite que chacun sacrifie ce qu'il a de plus précieux pour son édification et sa stabilité. Le président du parti de l'Union des forces de progrès UFP a déclaré que la Mauritanie, à l'instar des autres pays de la région, souffre des défis internes majeurs liés à la démocratie, à la gestion des affaires publiques, aux questions de corruption, à la coexistence entre les composantes du peuple et à la satisfaction de leurs besoins vitaux. Il a fait remarquer que le pays est confronté à de grands risques externes et à des désaccords entre la classe politique qui pourrait conduire à des conflits susceptibles, à Dieu ne plaise, de porter atteinte à l'unité nationale, à la stabilité et à la paix sociale. Le président de l'UFP a exprimé la disponibilité du parti à participer à un dialogue sincère et bien préparé. Si les choses vont dans ce sens, la Mauritanie, l'opposition et la majorité gagneront. Le parti de l'AJDMR, fondé par Ibrahim Assar, l'opposant inamovible de l'opposition radicale, rentre dans la même dynamique et son nouveau président s'en justifie. Bon, nous, au niveau de l'AJDMR, nous sommes coutumiers du dialogue. Nous avons toujours assisté aux dialogues qui se sont tenus. Nous avons nous-mêmes fait un dialogue particulier avec le parti AJDMR et les partis au pouvoir. Nous avons négocié pendant 8 mois. C'était moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR à ce moment. J'étais deuxième vice-président. Mais c'est moi qui dirigeais la délégation de l'AJDMR du mois de février jusqu'au mois de décembre, où le dialogue a abouti à 7 points que nous avons définis avec le pouvoir. Mais malheureusement, ce qui se passe en Mauritanie, c'est que le dialogue ne donne rien. Tous les dialogues auxquels nous avons assisté n'ont rien donné. Donc nous avons des craintes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait des garanties qui permettent aux Mauritaniens de pouvoir aller de l'avant. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays vit une situation difficile. En tout cas, les populations vivent une situation extrêmement difficile. La vie est extrêmement chère, la vie est très difficile pour tout le monde. Donc je pense que c'est très logique que les acteurs politiques se parlent pour trouver les solutions les meilleures pour nos populations.
Le vice-président du parti Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul Hassan Ould Mohamed a déclaré que pour que le dialogue soit utile, il doit avoir plusieurs caractéristiques dont les plus importantes sont qu'il doit être un dialogue inclusif avec la participation de tous les partis politiques importants dans le pays et qu'il doit être global abordant toutes les questions et dossiers en suspens qu'ils soient liés à l'unité nationale et à la coexistence pacifique au dossier de l'esclavage et du patrimoine humain, à la gouvernance, à la lutte contre la corruption, à la gestion rationnelle, au développement durable et à la renaissance globale, en plus des libertés publiques, du processus démocratique et de la voie électorale dans le pays. Il a ajouté que le dialogue était et demeure une revendication de l'opposition, notamment le Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassul. Le vice-président du parti L'Union pour la démocratie et le progrès UDP, M. Sangot Ousmane Racine, a rappelé les caractéristiques du contexte politique national et les grandes questions nationales nécessitant une concertation inclusive avec toutes les parties prenantes dans l'optique de renforcer notre cohésion sociale et notre vivre ensemble. Il y a des moments de son histoire que ces pays traversent des moments difficiles. Et notre pays a traversé des moments très difficiles. Il est bon que les Mauritaniens s'asseyent, discutent et voient comment, comme l'a dit le président, comment définitivement régler ces problèmes qui ont entaché notre unité nationale, notre cohésion sociale, notre envie de vivre ensemble. Donc, nous ne pouvons que nous en féliciter et j'espère que ces journées de concertation seront un moyen, comme l'a dit le président, de régler définitivement ces problèmes pendants, ces problèmes que nous avons connus. Dans la concertation, dans la cohésion, dans l'unité, dans la franchise. Retour sur le point de presse des ministres durant laquelle la ministre de l'Environnement a souligné que la Mauritanie a ratifié les conventions et protocoles relatifs à la protection de l'environnement, dont ceux relatifs à la protection de la couche d'ozone et le changement climatique. Par ailleurs, la ministre a présenté les points saillants du projet de loi relatif à la ratification de l'amendement de Kigali du protocole de Montréal émanant de la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Elle a déclaré que la Mauritanie a ratifié la Convention et tous les amendements, sauf celui de Kigali. D'après la ministre, l'amendement implique la mise en place d'une stratégie visant à réduire l'utilisation du gaz, bien que l'étude du ministère ait prouvé que cette substance est utilisée à des fins spécifiques dans notre pays, tout en rappelant que le seuil de 35% attendu en 2025 a été atteint concernant le champ gazier GTA. La ministre a annoncé que les équipes dépêchées ont pu venir à bout de la fuite. Elle a par ailleurs précisé que des évaluations sont en cours pour établir l'impact qu'elle a eu sur l'environnement et situer les responsabilités. La société civile active dans la préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie, signataire du présent communiqué, ont pourtant décidé ce jeudi d'organiser une conférence de presse pour exprimer et justifier leur vive inquiétude par rapport à l'incident de fuite signalé au niveau de l'un des puits du projet Grand Tortue Ahmeyim. Les activistes déplorent notamment la relative discrétion de la compagnie BP dans les premiers temps de l'incident et aussi communication minimale de l'entreprise qui avait suscité un grand nombre d'inquiétudes et qui ont malheureusement été confirmées avec ces 10 longs jours qu'il a fallu pour disposer des moyens d'intervention sur site alors que la pollution était avérée, compte rendu Fofana Issa. En effet, et l'inquiétude des activistes pour l'environnement est d'autant plus justifiée car 13 jours plus tard, ces moyens n'avaient toujours pas pu être mis en œuvre pour colmater le puits. La société civile ne sous-estime pas pour autant la difficulté d'intervention en grande profondeur où se situe l'accident, mais regrette vivement que la compagnie BP n'ait pas fait montre d'une meilleure communication et d'une plus grande transparence vis-à-vis des parties prenantes locales et même internationales. L'histoire du développement des hydrocarbures offshore dans la sous-région a permis aux pays concernés, et notamment la Mauritanie,
de disposer de l'appui d'une communauté scientifique qualifiée pour guider le déploiement de la lutte la plus adéquate avec le moins d'impact, sachant que les compagnies pétrolières ont souvent recours aux produits dispersants pour éviter que la pollution atteigne le littoral et qu'elle soit peu visible des observateurs, des populations résidentes et des médias. BP a notamment péché, selon les OSC, par négligence, mais aussi par mauvaise foi, comme l'illustrent les propos de leur porte-parole. Cet événement, selon les informations que nous avons eues, son impact est minime. Mais pour l'avenir, nous avons demandé dans les remarques que nous avons énumérées tout de suite que la société devait avoir un grand magasin de stockage d'accessoires disponible à tout moment. Parce que si jamais un événement plus grand que ça se déroule, donc le temps, comme vous le savez, les conditions, les aléas, tout ça peut avoir un impact négatif sur la ressource halieutique, sur l'écosystème de toute façon, l'écosystème marin côtier et sur les populations locales. Donc c'est une question nationale. C'est une question nationale qui intéresse tout le monde. Donc nous, en tant qu'organisation de la société civile, agissant dans le domaine de l'environnement marin, nous avons, selon les informations que nous avons eues, nous avons demandé à ce qu'il y ait des mesures et qu'il y ait des suivis et qu'il y ait des formations et qu'il y ait une transparence également. Parce que le public a besoin des informations fiables et c'est une question nationale et que les gens doivent être informés à temps. Les OSC ne se contentent pas de jeter la pierre aux coupables, mais dans la foulée, elles font surtout des recommandations. Ici, avec grande consternation, que BP n'a pas pris en considération les recommandations de la commission d'enquête du Deepwater Horizon au sujet des bouchons de puits et des moyens d'intervention immédiats qui devraient être disponibles sur place pour éviter qu'un puits ne devienne incontrôlable, surtout en présence de condensat et de pétrole brut. À la suite de la porte-parole, un autre activiste pour l'environnement va plus loin en recommandant à BP d'avoir sur place tous les dispositifs techniques et la compétence humaine sur place à proximité du site gazier pour intervenir au plus vite en cas d'accident. Et c'est le lieu pour nous de formuler les recommandations suivantes pour éviter que de tels incidents n'arrivent et pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Par rapport à cet incident, et conformément aux cadres légaux en vigueur en Mauritanie et auxquels la compagnie BP est soumise, il serait absolument nécessaire 1. De diligenter un audit indépendant pour évaluer les impacts environnementaux réels de cette fuite. Je me réfère aux recommandations du panel pétrole qui a été instauré en 2009 en de pareilles circonstances. De mettre en place une procédure de reporting quotidien sur l'évolution de l'incendie. Je me réfère au plan Polmar et à la politique sectorielle au niveau des hydrocarbures. 3. De partager toutes les images satellites de la fuite disponibles sur lesquelles la société civile voudrait faire ses propres analyses pour évaluer la quantité de gaz qui s'est échappé du puits. Je me réfère à l'initiative de transparence des industries extractives. Et enfin, d'informer l'opinion sur les actions déployées pour contenir la fuite et pour minimiser les risques pour la faune et la flore marine. Pour le moyen et le long terme, et ce conformément au guide des meilleures pratiques, écrit par Sandra et ses collègues, auquel s'est référé BP dans son étude d'impact environnemental et social. 1. Mettre en place un conseil consultatif des citoyens. Il existe déjà en Alaska, grâce à BP, et qui fonctionne très bien. Donc, mettre en place un conseil consultatif des citoyens, constitué des organisations de la société civile actives sur les littoraux et des représentants des communautés côtières pour co-gérer avec la compagnie BP et les autorités les situations de crise. Et comme je l'ai dit, ça existe et ça fonctionne en Alaska. En fait, pour éviter que de tels incidents n'arrivent et pour travailler ensemble dans l'intérêt général, il serait essentiel d'initier un plan de surveillance pour prévenir tout impact du GTA sur ces écosystèmes sensibles qui a été effectivement ratifié par le protocole de la Convention d'Abidjan afférent aux sites gazières, pétrolières et en offshore.
Nous ouvrons à présent notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Cette année, notre rubrique quotidienne dénommée Académie du Ramadan tourne autour de la question de la Palestine pendant tout ce mois béni afin de tirer les enseignements spirituels qui nous parviennent de Palestine, de la situation politique, mais plus profondément sur la question du sens que cette épreuve peut avoir par rapport à notre intelligence, à notre responsabilité humaine et à notre engagement dans le monde. Je vous propose tout de suite le 13e chapitre de votre Académie du Ramadan animé par le Cheikh Tariq Ramadan qui s'articule autour de l'horreur en Palestine. Bismillahirrahmanirrahim. Que la paix soit sur vous. À travers le monde, il y a des femmes et des hommes qui résistent à l'injustice, qui essayent même, par rapport à eux-mêmes, d'être les plus justes possibles, qui essayent de faire de leur mieux pour devenir des personnes meilleures, des personnes plus dignes, des personnes au service du bien. Ce sont des individus, des femmes et des hommes. Et puis il y a dans nos villes, dans nos pays, des femmes et des hommes qui, encore une fois, résistent et essayent de propager autour d'eux le bien. Et que ce soit par des petites actions qui sont presque invisibles, ici des maraudes, ici des dons, ici de la solidarité, et qui se battent pour la justice, pour le droit des femmes et des hommes à être respectés. Et puis plus généralement, il y a d'autres résistances à travers le monde, des femmes et des hommes qui, dans leur combat, alors encore une fois, c'est vrai, à travers le monde, dans tous les pays, la résistance des Noirs aux États-Unis, la lutte et la résistance des peuples africains contre la colonisation hier et contre les injustices aujourd'hui, comme ce qui se passe au Congo, en Palestine depuis plus de 70 ans, et en Inde, en Chine, etc. Ces résistances, elles sont les nôtres. Pourquoi? Parce que ce qui nous a été demandé en tant que femmes et hommes devant Dieu dans notre compréhension de notre responsabilité humaine, c'est que nous devons être sur la terre minel muslihin, c'est-à-dire que nous devons faire le bien, propager le bien et commander le bien aussi. Et cette action de faire le bien dans le monde, c'est en fait dans le processus de dégradation, dans le processus de corruption que nous voyons, d'être des résistants pour réparer le monde. Alors nous avons cette même formulation dans la tradition juive quand on parle du tikkun, mais nous l'avons dans toutes les traditions également chrétiennes. Réparer, réformer, purifier, rendre plus sain le monde. Et toutes ces résistances, toutes ces femmes et ces hommes qui se battent, ce sont nos résistances. Et il faut savoir même que dans le Coran, on parle souvent du verset au début de Surat al-Rum, les Romains, Gholibat al-Rum, c'est-à-dire que les Byzantins ont été vaincus, fi adna al-ard, dans la contrée voisine. Et après leur défaite, ils gagneront. Les croyants seront contents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ailleurs que dans le monde, au-delà de notre communauté, le Coran parle d'une situation où il faut l'observer, le rapport de force, les résistants, que parfois les défaites des uns ou les victoires des autres peuvent aller dans le même sens que ce que nous essayons de faire. Cela veut dire qu'il ne faut pas s'occuper que de soi, il faut s'occuper des hommes, il faut s'occuper du monde, il faut essayer de trouver toutes les forces positives au-delà de notre communauté, comme à l'intérieur de nos communautés. Toutes ces forces qui se battent pour le bien, qui se battent pour l'honneur et qui se battent pour la dignité. Ça veut dire que non seulement il faut savoir le bien en soi et parmi sa communauté, mais également les résistances justes de femmes et d'hommes qui peut-être ne partagent pas notre foi, mais qu'ils partagent nos principes. Et c'est à nos principes que nous devons nous attacher pour rester dans la spiritualité, fidèles à notre relation à Dieu. N'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب. Ce 13e chapitre de votre Académie du Ramadan constitue la dernière page de ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel du sommaire qui l'a composé. Les cas relatifs aux récentes expulsions d'étrangers en situation irrégulière est normal, a affirmé ce mercredi le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmeddou. Le ministère de la Justice a organisé mercredi matin à l'École nationale de police de Nouakchott un atelier sur le cadre juridique qui incrimine et réprime l'esclavage, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants et le travail des enfants. La société civile active dans la préservation de la biodiversité marine et côtière en Mauritanie ont décidé ce jeudi d'organiser une conférence de presse pour exprimer et justifier leur vive inquiétude par rapport à l'incident de fuite gaz sur le site de Grand Tortue Ahmeyim. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Vous pouvez la revoir au cours de sa rediffusion à 4h30 ou la consulter sur notre page électronique dont le contact s'affiche au bas de l'écran. Bonne soirée de Ramadan à tous.